Il a ri de sa propre femme à l'intérieur de l'hôpital. Elle était dans un lit, une perfusion au bras, et il a ri. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme qu'il croyait brisée ne faisait que commencer. « Tu ressembles à un fantôme. » Nicolas a dit ça dans le couloir, à voix haute, au téléphone, sans même se soucier qu'elle puisse l'entendre. Sophie l'a entendu. Elle était allongée à moins de 3 mètres de là, la porte entr'ouverte, et elle a entendu chaque mot. Sa voix était décontractée, presque joyeuse, comme quelqu'un qui raconte une bonne blague à un pote. Non, sérieux, elle est là-bas avec cette horrible chemise de nuit, toute jaune, les cheveux en piteux état. On dirait que je rends visite à ma grand-mère à Lebanka. De l'autre côté de la ligne, quelqu'un a ri. Nicolas a ri aussi. L'infirmière qui passait dans le couloir à ce moment-là a tourné la tête vers lui avec une expression mêlant stupeur et dégoût. Il ne l'a même pas remarqué, ou il a fait semblant. Sophie est restée à regarder le plafond. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste fermé les yeux quelques secondes comme pour essayer d'effacer le son de sa voix de sa tête. Quand Nicolas est entré dans la chambre, encore le téléphone à la main et un sourire au coin des lèvres, il a à peine jeté un coup d'œil vers elle. « J'ai apporté le jus que tu as demandé. » Il a lancé le petit gobelet en plastique sur la table de nuit. « Mais je ne peux pas rester longtemps, j'ai une réunion aujourd'hui. » Sophie a essayé de s'asseoir sur le lit. Le bras avec la perfusion lui a fait mal. « J'ai mal aujourd'hui, tu peux rester un peu plus longtemps. » Il a soupiré. De cette façon, tu vois, ce long soupir qui dit tout sans rien dire. « Sophie, je travaille, je ne peux pas rester assis là à te regarder dormir toute la journée. » L'aide-soignante, qui ajustait le moniteur dans le coin de la chambre, a baissé la tête. Elle a fait semblant de ne pas avoir entendu. Mais elle avait entendu. Nicolas est resté environ 7 minutes de plus. Il a passé tout ce temps sur son téléphone. En partant, il ne lui a même pas embrassé le front. « À demain », c'est ce qu'il a dit. Et il est parti. Sophie est restée seule dans cette chambre blanche, avec le bruit monotone du moniteur et le petit gobelet de jus qu'elle n'avait même pas ouvert. Comment un homme peut-il regarder sa femme malade et ressentir de la honte au lieu de la pitié? Le petit gobelet de jus est resté là, sur la table de nuit, en suintant de froid. Sophie l'a regardé un moment. Et d'une certaine façon, ce ridicule petit gobelet en plastique orange lui a rappelé un après-midi, des années plus tôt, quand Nicolas était apparu à la porte de l'école où elle enseignait avec un verre de smoothie à la main. « J'ai su que tu avais mal à la tête, » avait-il dit en souriant. « Je suis venu arranger ça. » Elle avait tellement ri ce jour-là. Ils s'étaient rencontrés à une époque où Sophie croyait que l'amour était aussi simple que ça, qu'il suffisait que quelqu'un apparaisse au bon moment, de la bonne façon, et que tout prenne son sens. Nicolas était attentionné. Il appelait pour savoir si elle était bien arrivée. Il se souvenait du nom de ses élèves. Il restait debout tard dans la nuit pour l'écouter parler de ses projets de vie. La première année de mariage, elle se réveillait heureuse. Pas ce bonheur exagéré des films, mais cette sensation tranquille d'être à la bonne place. Elle se souvenait d'un dimanche matin, tous les deux encore au lit, lui lisant son téléphone et elle corrigeant des copies. Il s'était tourné vers elle sans prévenir et avait dit « Tu es la personne la plus dévouée que j'ai jamais rencontrée. » Elle avait fait semblant de ne pas y prêter attention. Mais elle avait gardé ça pour elle. La première fois qu'il a fait quelque chose qui a vraiment fait mal, elle n'a même pas reconnu la blessure. C'était lors d'un dîner avec ses amis. Elle était arrivée en retard parce que la réunion à l'école avait duré plus longtemps. Nicolas était avec un grand groupe animé, et quand elle est entrée, il l'a regardée et a dit à voix haute « Enfin, les amis, je vous avais prévenu qu'épouser une prof, c'est comme ça, hein? Les horaires de cours, les horaires de récréation. » Tout le monde a ri. Elle a ri aussi, mais quelque chose est resté. Après ça, il y a eu la remarque sur le poids, la blague sur son salaire qui n'était que de l'argent de poche, la comparaison avec son ex qui prenait mieux soin d'elle. Chaque chose venait emballée dans un ton de plaisanterie, et elle a appris à les avaler une à une comme si c'était normal. Quand elle est tombée malade pour la première fois, il y a 2 ans,
Une infection rénale qui a effrayé les médecins. Elle se souvenait du visage de Nicolas à l'hôpital. Ce n'était pas un visage inquiet, c'était un visage contrarié. « Combien de temps tu vas devoir rester ici ?» avait-il demandé dès le premier jour, avant même de demander ce qu'avaient dit les médecins. Elle avait répondu qu'elle ne savait pas. Il avait hoché la tête lentement, avec cette expression de quelqu'un qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle au travail. Le bruit d'un plateau tombant dans le couloir a ramené Sophie à elle-même. Elle a cligné des yeux, regardé le plafond blanc, regardé la perfusion à son bras, regardé le petit gobelet de jus. Sa main s'est lentement dirigée vers son alliance. Elle a passé son pouce dessus, doucement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a presque rien ressenti. Sophie a attendu que Nicolas disparaisse dans l'ascenseur avant de prendre son téléphone. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire. Elle savait seulement qu'elle devait faire quelque chose. Cette sensation d'être allongée pendant que sa propre vie s'écoulait dans le vide était insupportable. Elle a ouvert l'application de sa banque. Compte joint. Solde. 847,4 €. Elle a cligné des yeux devant l'écran. Il y a 3 semaines, quand elle était entrée à l'hôpital, le solde était de près de 12 000 €. Elle s'en souvenait parce qu'elle avait vérifié avant de payer la dernière facture de sa carte. 847 €. Elle a essayé d'accéder à son relevé. Le mot de passe ne fonctionnait pas. Elle a réessayé. Bloqué. Elle a inspiré profondément. Elle a ouvert WhatsApp et a écrit à Chloé. « Tu peux passer aujourd'hui ?» La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. « Je pars maintenant. » Sophie a laissé son téléphone sur sa poitrine et est restée à regarder le plafond. Sa tête la lançait. La perfusion goûtait lentement, et elle a additionné les choses en silence. Le solde à 0, le mot de passe changé, les absences répétées de Nicolas, les excuses qui ne tenaient pas la route. Elle a essayé d'appeler le conseiller bancaire. Ça a basculé sur la messagerie. Elle a laissé un message. Personne n'a rappelé. Elle a essayé d'envoyer un email. Sa main tremblait tellement qu'elle s'est trompée d'adresse 2 fois. Elle a abandonné l'email. Elle est restée avec son téléphone à la main, l'écran s'éteignant tout seul toutes les 30 secondes. Et elle a senti le poids de chaque choix qu'elle avait fait ces dernières années s'abattre d'un seul coup au milieu de sa poitrine. Nicolas est arrivé le lendemain matin. Il n'est pas venu seul. Madame René est entrée dans la chambre devant son fils, avec cette façon qu'elle avait d'occuper tout l'espace, sans demander la permission. Grand sac, parfum fort, voix encore plus forte. « Mon Dieu, tu as bien maigri », a-t-elle dit en regardant Sophie de la tête aux pieds. « Tu manges correctement ?» Avant que Sophie puisse répondre, elle s'était déjà tournée vers son fils. « Nicolas, je t'avais dit qu'elle avait besoin de mieux prendre soin d'elle avant de tomber malade. Le corps réclame de l'attention. » Comme si c'était de sa faute. Comme si être tombée malade était un manque de discipline. Sophie a inspiré profondément. « Bonjour, René. » Nicolas a jeté son manteau sur une chaise et s'est tenu debout près de la fenêtre, de dos. « Le médecin a dit autre chose ?» a-t-il demandé sans se retourner. « Il a dit que si je réponds bien au traitement, je pourrais sortir dans une dizaine de jours. 10 jours. » Il a répété, rien d'autre, comme si c'était une éternité. Madame René a tiré une chaise et s'est assise à côté du lit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as réfléchi à ce que tu vas faire quand tu sortiras d'ici, parce que Nicolas est surchargé, mon fils, tu vois, la maison, le travail, venir ici tous les jours. » Sophie a regardé Nicolas. Il venait tous les jours. Ces 4 derniers jours, il était apparu 2 fois, resté moins d'une demi-heure à chaque fois. « Tous les jours, c'est un peu exagéré, » a dit Sophie, avec précaution. Nicolas s'est retourné. « Tu comptes mes visites maintenant ?» « Je ne compte rien, j'ai simplement corrigé. » Sophie. Son ton était un avertissement. « Ne commence pas. » « Je ne commence rien, Nicolas. Je dis juste la vérité. » Madame René a fait ce bruit avec sa bouche, ce petit « tsk » qu'elle faisait quand elle trouvait que quelqu'un était déplacé. « Laisse, Nicolas. Elle est malade.
Elle est nerveuse. Sophie a regardé sa belle-mère. Puis, elle a regardé son mari. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'a pas baissé les yeux. Mais Nicolas s'était déjà retourné vers la fenêtre. « Je vais attendre dehors », a-t-il dit. Et il est sorti. Madame René est restée quelques minutes de plus, à parler de choses sans importance, l'appartement, les factures, le travail de son fils. Sophie répondait par monosyllabes. Quand sa belle-mère est partie, la chambre est retombée dans le silence. Et la défaite avait un goût amer de ceux qui restent. Le soir, avec la chambre plongée dans le noir et le couloir dehors silencieux, Sophie est restée éveillée. Elle a pensé au mot de passe de la banque changé. Elle a pensé au solde. Elle a pensé à 10 ans de mariage, avoir laissé tomber une proposition de poste de coordinatrice pédagogique parce que Nicolas avait trouvé que ça allait trop compliquer leur routine. Avoir reporté sa formation de master, avoir réduit sa propre place petit à petit, jusqu'à entrer dans la taille qu'il jugeait commode. Et puis est venue la pensée qu'elle détestait admettre. Et s'il avait raison? Et si elle était vraiment trop dépendante, trop faible, trop ennuyeuse? Et si 10 ans avec la même personne signifiait qu'elle avait aussi sa part de responsabilité dans tout ça? Elle laisse rester un bon moment avec cette pensée, elle l'a laissée se poser, elle l'a regardée honnêtement. Et puis elle s'est souvenue d'une élève qu'elle avait eue des années plus tôt, 12 ans, timide, qui ne répondait pas en classe parce que son père à la maison lui disait qu'elle était bête. Il lui avait fallu un semestre entier pour convaincre cette fille que sa voix comptait. Sophie lui avait dit « Quand quelqu'un t'apprend à douter de toi-même, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'il a besoin que tu le sois. » Elle s'en est souvenue maintenant, dans le noir, avec la perfusion au bras et son alliance encore à son doigt, et quelque chose s'est mis en place. Elle n'était pas le problème. Elle n'avait jamais été le problème. Elle a pris son téléphone. Il était presque minuit. Elle a ouvert WhatsApp, est allée dans la conversation avec Chloé et a écrit « Il faut que je te raconte quelque chose. Demain matin tôt. Viens avant qu'il n'arrive. » Elle a envoyé. Elle a laissé son téléphone sur la table de nuit. Elle a fermé les yeux. Et pour la première fois en des semaines, la décision qu'elle devait prendre a cessé de sembler impossible. Le samedi, Nicolas est arrivé avec des invités. Sophie ne savait pas qu'il allait ramener du monde. Pas d'avertissement, pas de message. La porte de la chambre s'est ouverte et 4 personnes sont entrées derrière lui. Marc et Caroline, un couple d'amis de longue date et 2 collègues de travail qu'elle connaissait à peine. Elle était sans maquillage, les cheveux attachés de travers, avec sa chemise de nuit d'hôpital. « Bonjour tout le monde !» Elle a essayé de sourire. Caroline lui a fait un câlin rapide et maladroit. Les autres ont fait un signe de la main. Nicolas a tiré des chaises du couloir comme si c'était une simple visite de courtoisie. Il a installé les gens dans la petite chambre et s'est tenu adossé au mur, les bras croisés. « Je leur ai dit de venir te remonter le moral », a-t-il dit. Sophie a remercié. Elle a essayé de participer à la conversation. Pendant une dizaine de minutes, ça allait. Marc a raconté une histoire drôle du travail. Caroline a demandé des nouvelles du traitement. Puis Nicolas a ouvert la bouche. « Le médecin a dit que c'était le stress », a-t-il dit, un sourire au coin des lèvres. J'ai répondu « Docteur, c'est moi qui vis avec elle et je ne fais pas de crise ». Marc a ri brièvement, de ces rires qui sortent avant qu'on ait le temps de réfléchir. Sophie a regardé Nicolas. Ce n'était pas que le stress, c'était aussi rénal. Oui, mais le stress a déclenché, non? Il s'est tourné vers les autres. Elle s'inquiète pour tout. Pour tout, vraiment. Un jour, elle va faire une crise à cause d'une facture d'eau. D'autres rirent, plus discrets cette fois, plus gênés. Caroline a regardé Sophie avec un sourire qui disait « Pardon ». Sophie n'a rien dit. Elle est restée les mains sur le drap, bien tranquille. Une demi-heure plus tard, la conversation avait chauffé, le volume avait augmenté, et Nicolas était clairement au centre de tout, racontant des histoires, gesticulant, faisant rire son public. Sophie était un meuble
à un moment, un des collègues de travail de Nicolas, un type nommé Vincent, qu'elle voyait pour la deuxième fois de sa vie, a demandé si elle allait pouvoir reprendre le travail bientôt. Avant qu'elle puisse répondre, Nicolas a dit « Tu sais comment c'est, hein? Une prof, si elle est en arrêt, l'État paye, pas vraiment pressé. » Vincent a hoché la tête comme si ça faisait sens. Sophie a senti sa mâchoire se serrer. « Moi, je suis pressée, » a-t-elle dit, en regardant son mari droit dans les yeux. « J'aime ce que je fais. » Nicolas a renversé la tête en arrière avec un sourire. « Bien sûr que tu aimes. Pour ce que tu gagnes, il faut bien aimer pour compenser. » Marc, cette fois, n'a pas ri. Il a détourné le visage. Caroline a tripoté son téléphone. La chambre est devenue légèrement tendue pendant quelques secondes, jusqu'à ce que Nicolas change de sujet avec aisance, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'était pas là. Vers la fin de la visite, Nicolas s'est levé et a dit qu'il allait descendre avec les autres prendre un café. « Tu vas bien rester seul un petit moment, hein ?» a-t-il demandé à Sophie. Ce n'était pas une vraie question. « Bien sûr », a-t-elle répondu. Caroline a hésité sur le seuil. Elle est restée 2 secondes à regarder Sophie comme si elle allait dire quelque chose. Mais elle n'a rien dit. Elle est sortie derrière les autres. La porte s'est fermée. Sophie est restée seule de nouveau. Elle a inspiré profondément, regardé la perfusion, regardé la fenêtre, et quelque chose à l'intérieur d'elle qui était comprimé depuis trop longtemps a commencé à chauffer. Quand ils sont revenus 40 minutes plus tard, Sophie était assise sur le lit, le dos bien droit. Nicolas est entré le premier, riant encore de quelque chose qui s'était passé en bas. « Ça va mieux ?» a-t-il demandé distrait. « Nicolas, il faut que je te parle. » Sa voix est sortie ferme. « À toi, pas à tout le monde. » Il l'a regardé, puis il a regardé le groupe. « Les gens, laissez-nous une seconde. » Les autres sont sortis. Marc a fermé la porte avec précaution. Sophie a regardé son mari. « Tu ne peux pas faire ça. » « Faire quoi ? Me traiter comme si j'étais invisible devant tes amis. Te moquer de mon travail, de ma maladie. Tu exagères. » Il a croisé les bras. « Je n'exagère pas. Tu as dit que je n'étais pas pressé de reprendre le travail parce que l'État paye, devant des gens que je connais à peine. » C'était une plaisanterie. Ce n'était pas drôle. Il est resté silencieux une seconde, et Sophie a senti un bref instant qu'il allait reculer, que quelque chose en lui allait s'adoucir. Mais non. Nicolas a fait un pas vers le lit et a baissé la voix. « Sophie, tu es hospitalisée, sous médicaments, sensible. Ce n'est pas le moment de créer des problèmes. Je ne crée pas de problèmes. Je te dis ce que j'ai ressenti. Ce que tu as ressenti. » Il a répété d'un ton qui transformait la phrase en quelque chose de ridicule. « Tu sais tout ce que je gère seul pendant que toi tu es là allongé? Mutuelle, facture, voiture. Je travaille, Nicolas. » « Avec ton salaire de prof ?» a-t-il dit à voix basse, avec une précision chirurgicale, qui ne paye même pas la moitié de ce que cette chambre coûte par semaine. L'air est sorti d'elle. Ce n'était pas l'information, c'était la manière froide, calculée, presque satisfaite avec laquelle il l'avait dit. Elle est restée à le regarder sans réponse. Et il a pris son manteau sur la chaise, a tapoté légèrement le chambranle de la porte 2 fois comme pour clore une réunion, et a dit « Je vais finir de dire au revoir aux gens, repose-toi. » Quand Marc et Caroline sont venus dire au revoir, Nicolas était dans le couloir encore au téléphone. Caroline est entrée seule dans la chambre une seconde. « Sophie ?» Elle a commencé. « Ça va ?» a dit Sophie avant qu'elle ne finisse. Caroline a hoché lentement la tête, avec ce regard de quelqu'un qui sait que ça ne va pas, mais qui ne va pas en parler maintenant. Elle a fait un câlin plus long qu'à son arrivée et elle est sortie. Nicolas est apparu sur le seuil 1 minute plus tard. Caroline a dit que tu avais l'air secoué. Le ton était un avertissement, pas de l'inquiétude. N'affiche pas ta faiblesse à l'extérieur, d'accord? Pas besoin que tout le monde soit au courant de nos problèmes. Sophie a tourné la tête vers la fenêtre. « Va-t'en, Nicolas. » Il est resté immobile 2 secondes. « Comme tu veux. » Et il est parti.
L'aide-soignante est entrée peu après pour vérifier la perfusion. Elle a vu Sophie face à la fenêtre, immobile. Elle n'a rien demandé. Elle a juste fait ce qu'elle avait à faire et elle est sortie en silence. La chambre est revenue au même blanc d'habitude. Sophie est restée ainsi longtemps. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée à regarder dans le vide, avec sa phrase qui résonnait dans sa tête. Cette phrase dite à voix basse mais avec tout le poids du monde. Salaire de prof. 3 mots, dits avec dégoût. Et elle a réalisé que ce n'était pas une question d'argent. Ça n'avait jamais été une question d'argent. C'était qu'il avait besoin qu'elle soit moins, toujours moins, pour que lui puisse être plus. Minuit 20. Le couloir dehors était devenu silencieux. Seul le bruit faible du moniteur et, de temps en temps, le son lointain d'une porte qui claque à un autre étage. Sophie était allongée sur le côté, le téléphone à la main, regardant la photo qu'elle utilisait comme fond d'écran. C'était elle avec sa fille, Clara, 6 ans. Prises un dimanche au parc, toutes les deux, un cornet de glace à la main, riant de quelque chose qu'aucune des deux n'allait se rappeler plus tard, juste en train de rire, de cette façon qu'on rit quand on est complètement insouciante. Sophie est restée à regarder cette photo très longtemps. Et elle a pensé, c'était quand la dernière fois que j'ai ri comme ça? Elle n'a pas réussi à s'en souvenir, elle a fermé les yeux, elle a essayé de dormir, elle n'a pas réussi. Elle a pensé au solde de la banque, 847 €. Un compte joint qu'elle avait aidé à construire pendant 10 ans, vidé pendant qu'elle était prisonnière dans un lit d'hôpital, sans pouvoir rien demander. Elle a pensé au mot de passe changé. Elle a pensé à la phrase « salaire de prof ». Et elle a pensé à Clara, qui vivait chez la mère de Sophie pendant l'hospitalisation, qui appelait tous les soirs pour demander quand maman allait rentrer à la maison. Quelle maison? Celle où son père traitait sa mère comme un poids? Sophie a ouvert les yeux. Non, Clara n'allait pas grandir en voyant ça comme normal. Elle n'allait pas apprendre que c'était comme ça qu'un homme traite une femme. Elle n'allait pas un jour avaler une blague sur son propre salaire et penser que ce n'était qu'une plaisanterie. Pas tant que Sophie pourrait faire quelque chose. Elle s'est assise sur le lit doucement, en faisant attention à son bras sous perfusion. Sa tête a tourné un peu. Elle a attendu que ça passe. Elle a pris son téléphone et a ouvert ses emails. Elle est restée une vingtaine de minutes à fouiller, sans bien savoir ce qu'elle cherchait. Des emails de la banque, des emails professionnels de son mari qui arrivaient parfois par erreur sur leur compte partagé, des confirmations d'achat, des relevés. Et puis elle a vu une confirmation de virement, 42 jours plus tôt, 8 000 €, vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a défilé vers le bas. Il y en avait un autre, 3 semaines plus tôt, 5 500, et un autre, 6 semaines avant celui-ci, 3 000. Elle est restée figée à regarder l'écran. Ce n'était pas un virement isolé, c'était un schéma, régulier, croissant, toujours vers la même destination. Ses mains ont commencé à trembler. Elle ne savait pas où cet argent était allé. Mais elle savait qu'elle n'avait pas été consultée. Elle savait que le mot de passe avait été changé après. Elle savait que le solde avait disparu. Et elle savait qu'il lui fallait quelqu'un qui connaissait la loi avant de faire quoi que ce soit de travers. Elle a ouvert WhatsApp. Il était presque 1 heure du matin. Elle a envoyé un message à Chloé. « Chlo, j'ai trouvé quelque chose. Des virements que je n'ai pas autorisés. Tu as toujours le contact de Valérie, l'avocate de ta promo ?» Elle est restée avec le téléphone à la main, sans espoir de réponse à cette heure-là. La réponse est arrivée en 3 minutes. « Je suis réveillé. Quel virement? Envoie une capture. » « Et oui, j'ai le contact de Val. Pourquoi ?» Sophie a envoyé les captures. Elle est restée à regarder les 3 petits points de Chloé qui tapaient. Arrêt, repris, arrête encore. Puis le message est arrivé. « Sophie, c'est énorme, tu es sûre ?»« Sûre. »« Ok. Demain matin tôt, je suis là-bas. Et je parle à Valérie ce soir même. » Sophie a laissé tomber le téléphone sur ses genoux. Elle a respiré. Ce n'était pas encore un soulagement. C'était loin d'être un soulagement. C'était juste cette sensation qu'on a quand on arrête de faire semblant que tout va bien et qu'on regarde enfin le problème en face. Effrayant, mais réel.
Elle a regardé à nouveau la photo de Clara sur son fond d'écran, et cette fois, elle ne s'est pas demandé quand elle avait ri comme ça pour la dernière fois. Elle a juste promis, en silence, qu'elle rirait comme ça à nouveau. Chloé est arrivée à 7h30 du matin avec 2 cafés à emporter et maître Valérie à ses côtés. Sophie ne s'attendait pas à voir l'avocate aussitôt. Valérie était une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, tenue simple, manière directe. Elle n'était pas du genre à remplir l'espace d'énergie. Elle était du genre à entrer quelque part et à faire comprendre à tout le monde que les choses devenaient sérieuses. « Oh, bonjour !» Valérie a tiré une chaise et s'est assise sans cérémonie. « Chloé m'a envoyé les captures. Je peux voir l'email directement sur ton téléphone ?» Sophie l'a déverrouillé et le lui a tendu. Valérie est restée environ 4 minutes silencieuse, défilant, lisant, revenant en arrière. Chloé est restée debout près de la fenêtre, les bras croisés, se mordant la lèvre. Quand Valérie a lâché le téléphone sur la table de nuit, elle a regardé Sophie avec une expression qui n'était pas de la pitié. C'était de la détermination. Ces virements sont sortis d'un compte joint sans ta signature électronique. Ça signifie qu'il a utilisé une faille, probablement pendant que tu étais encore à la maison avant l'hospitalisation. Le montant total est de 16 500 € en moins de 2 mois. Sophie a fermé les yeux une seconde. « C'est un délit ?» a demandé Chloé. « Ça dépend de ce qu'on peut prouver sur l'intention. Mais au minimum, c'est une base solide pour une mesure de protection patrimoniale et pour un divorce contentieux. » Valérie s'est tournée vers Sophie. « Tu veux savoir ce que je pense qu'il se passe ? » Je veux. Je pense qu'il est en train de vider les comptes avant de demander le divorce, ou avant que toi tu le demandes. Il doit s'attendre à ce que tu sortes d'ici plus faible, plus dépendante, sans capacité de réagir. La chambre est restée silencieuse quelques secondes. Sophie est restée à regarder un point fixe sur le mur, puis elle a regardé Valérie. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Valérie a ouvert son sac et en a sorti un bloc-notes. Premièrement, ne lui laisse pas savoir que tu es au courant. Aucun signe, aucune dispute sur l'argent, aucune question sur les relevés. Deuxièmement, j'ai besoin que tu me dises tout ce qui est au nom des deux. Bien immobilier, voiture, investissement, tout. Sophie s'est mise à parler. Valérie a pris des notes. Quand elle a fini, l'avocate a regardé la liste et a hoché lentement la tête. « Il y a des choses ici qu'il ne pourra pas cacher, mais j'ai besoin d'une chose de plus. » Elle a marqué une pause. « Tu connais quelqu'un dans son cercle qui aurait pu voir quelque chose d'anormal? Quelqu'un de confiance, du boulot ou ailleurs ?» Sophie a réfléchi quelques secondes, et elle s'est souvenue de Thomas. Thomas était le collègue de Nicolas depuis près de 8 ans. Il avait été témoin à leur mariage. C'était un des seuls amis de son mari qui avait toujours traité Sophie avec un vrai respect, sans cette fausse cordialité de quelqu'un qui est juste poli. 3 mois plus tôt, lors d'un barbecue chez eux, Thomas s'était approché d'elle dans la cuisine pendant qu'elle coupait du pain et avait dit à voix basse « Sophie, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Je parle sérieusement. » Elle avait trouvé ça étrange à l'époque. Elle l'avait remercié sans vraiment comprendre. Maintenant, elle comprenait. Elle a pris son téléphone et a cherché le contact. « Thomas, je sais qu'il est tôt et que c'est étrange. Mais tu as dit que je pouvais appeler. J'ai besoin de te parler. » Il a décroché à la 2e sonnerie. « Sophie !» Sa voix avait un poids qu'elle a reconnu. C'était la voix de quelqu'un qui attendait déjà cet appel. « Je suis là. » Thomas est arrivé à l'hôpital dans l'après-midi même. Il a salué Chloé, a été présenté à Valérie et s'est assis sur la chaise à côté du lit, les mains entrelacées, regardant le sol. « J'aurais dû parler avant, » a-t-il dit. « C'est difficile, tu sais. C'est mon collègue, on a une histoire. » « Thomas, » Sophie a dit calmement, « tu peux parler maintenant. » Il a inspiré profondément. « Il y a un compte. Il l'a ouvert il y a environ 3 mois. Je l'ai su par hasard parce qu'un relevé est arrivé par erreur sur l'email professionnel une fois. Un compte au nom d'une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a éludé.
Valérie s'est penchée en avant. « Tu as le nom de cette entreprise ?»« Oui, chez moi. Mais il y a plus. » Il a regardé Sophie. Il y a environ 2 semaines, il a demandé à un avocat de ses amis une consultation sur le fonctionnement du divorce en cas de conjoint incapable. Je l'ai entendu sans faire exprès. Il ne sait pas. L'air dans la chambre a changé. Chloé a lâché un juron à voix basse. Sophie est restée silencieuse. La colère qu'elle a ressentie n'était pas cette colère chaude qui explose. C'était froid, organisé, du genre qui ne passe pas vite. « Il attendait que j'aille plus mal », a-t-elle dit à voix basse. Personne n'a répondu. Ce n'était pas nécessaire. Valérie écrivait déjà. Pendant les 2 jours qui ont suivi, pendant que Nicolas apparaissait à l'hôpital en jouant le mari présent, Sophie souriait, le remerciait pour la petite brique de jus qu'il apportait, lui demandait des nouvelles de son travail. À l'intérieur, elle et Valérie assemblaient chaque pièce. Thomas a envoyé le nom de l'entreprise. Valérie a recoupé avec les registres publics et a trouvé ce qu'il lui fallait. L'entreprise avait été ouverte 2 mois avant le premier virement, au nom d'un cousin de Nicolas. Homme de paille. L'argent sortant du compte joint et y entrant. Preuve documentaire, solide. Il manquait le bon moment pour l'utiliser. C'est Chloé qui s'en est souvenue. Les 60 ans de Madame René, c'est la semaine prochaine. Il a déjà dit qu'il y aurait un dîner chez ses parents. Toute la famille, des vieux amis. Sophie a regardé sa sœur. « Je dois sortir vendredi. » Valérie a fermé son carnet. « Alors ce sera là-bas. » C'était censé être simple. Sophie arriverait au dîner, Valérie resterait à l'extérieur en soutien, Thomas serait présent comme invité naturel, et au bon moment, elles présenteraient ce qu'elles avaient. Mais jeudi soir, Thomas a envoyé un message, le doigt tremblant. Il s'est douté de quelque chose. Il m'a appelé dans son bureau aujourd'hui et m'a demandé si je t'avais parlé. J'ai dit que non. Mais il m'a regardé d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il m'a cru. Sophie a lu le message 3 fois. Elle l'a envoyé à Valérie. L'avocate a appelé en moins d'1 minute. Il a peut-être soupçonné Thomas, mais il n'a aucun moyen de savoir ce qu'on a entre les mains. Le document de l'entreprise est public. L'enregistrement est à toi. Il ne peut pas effacer ça. Et Thomas ? Thomas n'a pas besoin de parler au dîner. Ce qu'il sait est un renfort. La preuve principale ne dépend pas de lui. Sophie est restée silencieuse un moment. Alors, on y va. On y va, a confirmé Valérie. Chloé, qui était à côté en train d'écouter, a regardé sa sœur et lui a pris la main. Sophie l'a regardée en retour, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cet hôpital, elle n'a pas eu peur. Elle a ressenti cette chose étrange qui apparaît quand on arrête enfin de fuir et qu'on décide d'affronter. Ce n'était pas le courage d'une héroïne de cinéma. C'était juste une femme qui avait atteint sa limite, avait trouvé les preuves, avait les bonnes personnes à ses côtés et avait décidé que cette fois, elle n'allait pas avaler. Cette fois, c'était son tour. Sophie est sortie de l'hôpital vendredi à 11h du matin. Elle a signé les papiers, a remercié l'équipe soignante, a mis ses quelques affaires dans un sac et a parcouru le couloir sur ses propres jambes, lentement, avec encore une fatigue dans le corps qui n'était pas que physique. Mais elle marchait. Chloé l'attendait sur le parking. Elles ne sont pas rentrées à la maison. Elles sont allées directement dans un petit café à une 15aine de minutes de l'hôpital, où Valérie était déjà installée à une table du fond, avec son ordinateur ouvert et 2 dossiers sur la table. « Comment tu te sens ?» a demandé Valérie quand Sophie s'est assise. « Je suis debout », a-t-elle répondu. « Pour l'instant, ça suffit. » Valérie a hoché la tête et a ouvert le premier dossier. « Alors, on travaille. » Pendant 3 heures, elles ont tout organisé. Valérie avait imprimé les relevés avec les virements surlignés en jaune. Elle avait le document d'ouverture de l'entreprise au nom du cousin, avec la date, le siret, l'adresse. Elle avait le recoupement montrant que les virements du compte joint coïncidaient avec des entrées dans cette entreprise. Sophie avait les captures d'emails sauvegardées dans le cloud, avec date et heure. Et elle avait une chose que Valérie ne savait pas encore.
Il y a un enregistrement, a dit Sophie en ouvrant son téléphone, de ce jour où il est entré dans la chambre avec les invités. J'ai allumé l'enregistreur vocal avant qu'il n'entre. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais j'avais un pressentiment. Chloé a tourné la tête. Valérie a marqué une pause. Envoie-le-moi maintenant. Sophie a envoyé le fichier. Valérie a mis une oreillette et a écouté en silence pendant quelques minutes. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais à un moment donné, elle a fermé les yeux pendant 2 secondes. Quand elle a retiré l'oreillette, elle a regardé Sophie avec un respect différent. Il parle du salaire, de la dépendance financière, du fait que tu es un poids. Valérie a marqué une pause. Dans le contexte de la procédure, ça aide à établir le schéma de comportement. Ce n'est pas une preuve pénale, mais c'est de l'or au civil. Alors, on a assez pour demain? On a plus qu'assez. Valérie a fermé son ordinateur. Maintenant, j'ai besoin que tu m'expliques comment va se passer le dîner. Qui sera là? Comment l'espace est organisé? S'il y a un moment où il a l'habitude de parler devant tout le monde. Sophie connaissait cette maison par cœur. Elle y avait passé des années d'anniversaire, de Noël et de Nouvel An. Elle a tout expliqué. Le grand salon avec une table pour 20 personnes, le moment après le dîner où Madame René demande toujours le silence pour remercier les invités, la façon dont Nicolas aimait se tenir debout près de l'entrée de la cuisine, comme s'il était l'hôte officieux de la maison de ses parents. C'est le moment, a dit Valérie, après le remerciement de René. Tout le monde assis, lui debout, l'attention générale. C'est là que tu te lèves. Sophie a hoché la tête. Le problème est arrivé à 8 heures du soir. Thomas a envoyé un message vocal. Les gens, il m'a rappelé. Il m'a demandé si je venais au dîner demain. Quand j'ai dit oui, il est devenu bizarre. Il a dit que ce serait une soirée intéressante. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je n'ai pas aimé le ton. Chloé et Sophie ont écouté le message vocal en même temps. « Il sait quelque chose », a dit Chloé. « Ou alors il soupçonne et il essaie d'intimider Thomas », a répondu Valérie dans le groupe. « Différence importante. S'il savait vraiment, il aurait agi autrement. Il aurait annulé le dîner, pas envoyé un message énigmatique. »« Et s'il confronte Sophie là-bas avant le moment prévu ?» a demandé Chloé. Alors, Sophie répond calmement qu'elle est venue pour fêter l'anniversaire de sa belle-mère. Rien de plus. Il n'a aucun moyen de prouver quoi que ce soit avant qu'on montre ce qu'on a. Un silence est tombé dans le groupe pendant quelques minutes. C'est Sophie qui l'a brisé. « Thomas, tu n'as rien à faire demain. Il suffit que tu sois là, rien d'autre. » Il a mis un peu de temps à répondre. « Je serai là. » Le samedi matin, Sophie est restée un moment immobile devant l'armoire. Elle a choisi une robe vert foncé qu'elle n'avait pas mise depuis longtemps. Simple, fermée, sans excès. Elle a coiffé ses cheveux avec soin. Elle a mis un rouge à lèvres discret. Elle s'est regardée dans le miroir longuement. Elle ne cherchait pas d'approbation. Elle vérifiait si elle était prête. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte. « Tu es magnifique. Je suis nerveuse. Les deux peuvent être vrais. » Sophie a inspiré profondément. Elle a pris son sac. À l'intérieur, son téléphone avec tous les fichiers sauvegardés à 2 endroits différents et le numéro de Valérie en favori, en haut de WhatsApp. « On y va », a-t-elle dit, et elle est sortie sans regarder à nouveau le miroir. La maison de Madame René était pleine. Il y avait du monde partout, des cousins, des voisins de longue date, des collègues de travail du père, des amis de la belle-mère de plusieurs décennies. La table était mise avec ce soin particulier des anniversaires importants, un arrangement de fleurs au centre, des serviettes pliées, le vin déjà ouvert en train de respirer. Nicolas était au milieu du salon quand Sophie est entrée. Il l'a vue. Pendant une seconde, quelque chose a traversé son visage. Surprise, calcul, impossible de savoir exactement. Mais c'est passé vite. En moins de 2 secondes, il souriait déjà, ouvrant les bras comme si rien n'était plus naturel. « Regardez qui est là, a-t-il dit assez fort pour que la table la plus proche entende. « Ma guerrière, debout et tout. » Quelques invités ont souri. Madame René est venue vers elle, les bras ouverts. « Sophie, quelle bonne surprise, ma chérie.
Tu n'étais pas obligée de venir, ma pauvre. Ma pauvre. Sophie a souri. Elle a embrassé sa belle-mère. Elle a salué les gens autour. Elle est restée debout à côté de Chloé, qui était arrivée quelques minutes plus tôt, et elle a fait exactement ce qu'elle avait convenu avec Valérie. Elle n'a pas provoqué, elle n'a pas évité, elle a simplement existé dans l'espace. Nicolas, de son côté, était en représentation. Après que les gens se sont installés pour le dîner, il a circulé, raconté des histoires, fait rire tout le monde. Il avait cette énergie de quelqu'un qui se sent complètement en sécurité, complètement en contrôle. À un moment, il s'est arrêté derrière la chaise de Sophie et a posé sa main sur son épaule, avec cette familiarité de couple heureux. Elle a insisté pour venir, a-t-il dit à ceux qui étaient proches. Je lui ai dit de se reposer, elle n'écoute pas. Des rires. Sophie n'a rien dit. Elle a juste bu une gorgée d'eau. Après le dîner, quand les assiettes ont été débarrassées et que le gâteau d'anniversaire est apparu, Madame René a légèrement tapé son verre avec une cuillère et a demandé le silence. Elle a remercié tout le monde d'être venu. Elle a parlé de la famille, de ses 60 ans, de comment elle se sentait bénie. Nicolas était debout près de l'entrée de la cuisine, exactement là où il se tenait toujours, son verre de vin à la main et un sourire satisfait sur le visage. C'était le roi du lieu. Quand Madame René a terminé et que les applaudissements ont commencé, il a levé son verre en direction de sa mère et a dit de cette voix chargée de charme. 60 ans d'une femme qui a toujours su ce qu'elle voulait et n'a jamais laissé personne lui marcher dessus. Pause dramatique. Joyeux anniversaire, maman. On apprend par l'exemple. D'autres applaudissements. Quelqu'un a sifflé. Nicolas a bu sa gorgée de vin avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de donner une leçon et s'en sort indemne. Sophie s'est levée. Elle n'a pas crié, elle n'a pas tremblé. Elle s'est levée, a repoussé sa chaise calmement et s'est tenue debout. La table la plus proche a remarqué la première, puis celle d'à côté. Le murmure a diminué par vagues jusqu'à ce que l'ambiance devienne un silence que personne n'avait programmé. Nicolas l'a regardé avec une expression qui essayait de sembler amusée. « Tu vas aussi faire un discours ?» a-t-il dit avec une légèreté forcée. « Oui » a-t-elle répondu. Elle a sorti son téléphone de son sac. Elle a ouvert les fichiers qu'elle avait préparés. « Je veux montrer quelque chose à la famille, parce que la famille, selon Nicolas, apprend par l'exemple. » Elle a tourné son téléphone vers la table et a montré la capture du relevé. Elle a lu à voix haute le montant, la date, la destination. Ce virement est sorti de notre compte joint, sans mon autorisation. 8 000 €. Nicolas a fait un pas vers elle. « Sophie, tu n'es pas bien. En voilà un autre. » Elle est passée à la capture suivante. 5 500, même compte destinataire, 3 semaines plus tard. « C'est une affaire de couple. » a-t-il essayé à nouveau, la voix plus basse, plus contrôlée. Et celui-ci. Elle est passée au 3e. 3 000, 6 semaines avant. Elle l'a regardé. Total, 16 500 € en 2 mois, tous envoyés à une entreprise ouverte au nom de ton cousin 2 mois avant le premier virement. Quelqu'un à la table a émis un bruit étouffé. Nicolas a renversé la tête en arrière avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es en train de gêner ma famille avec des ragots d'email ? Ça ne prouve rien. N'importe quel avocat renverse ça en 5 minutes. Tu as raison. » Sophie a acquiescé calmement. Rien que le relevé, peut-être que ça ne prouve pas grand-chose. Elle a ouvert le fichier audio. Mais ça, c'est différent. Elle a appuyé sur lecture. La voix de Nicolas est sortie par le haut-parleur du téléphone, net, dans la chambre d'hôpital, avec ton salaire de prof, qui ne paye même pas la moitié de ce que cette chambre coûte par semaine. Silence total. Elle a laissé l'audio continuer encore quelques secondes. La partie où il disait qu'elle était un poids, qu'il gérait tout seul, qu'elle lui devait de la gratitude. Sa voix résonnant dans la salle à manger de sa propre mère, devant tous ceux qu'il avait passé des années à impressionner. Madame René avait la main sur la bouche. Nicolas était blanc. Et pour la première fois de cette soirée,
Il n'avait absolument rien à dire. L'audio s'est arrêté. Et pendant 3-4 secondes, toute la pièce est restée suspendue dans un silence de ceux qui pèsent. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Même le bruit de la rue dehors semblait avoir disparu. C'est tante Constance, la sœur aînée de Madame René, qui a brisé le silence la première. Elle était assise au bout de la table, 72 ans, et elle a regardé Nicolas avec une expression qui ne contenait aucun doute. « C'est scandaleux », a-t-elle dit à voix basse. Mais dans la pièce silencieuse, tout le monde l'a entendu. Puis, le murmure est venu. Il a commencé aux tables du fond, a grossi sur les côtés. Des têtes qui se tournaient les unes vers les autres, des mots échangés à voix basse, des regards qui allèrent du téléphone de Sophie au visage de Nicolas et revenaient. Marc, qui était à l'hôpital des semaines plus tôt et avait entendu les plaisanteries sans réagir, est resté à regarder son verre dans sa main sans pouvoir regarder ni l'un ni l'autre. Caroline n'a pas eu ce problème. Elle a regardé Sophie droit dans les yeux et ses yeux étaient embués. De l'autre côté de la table, le beau-père de Sophie, M. André, un homme silencieux qui se mêlait rarement de quoi que ce soit, a lentement repoussé sa chaise et s'est levé. Il n'a rien dit. Il s'est levé et est allé sur la véranda. Son langage corporel disait tout. Madame René avait toujours la main sur la bouche. Nicolas a réalisé qu'il perdait la salle. Il l'a réalisé vite. Et il a fait ce qu'il faisait toujours quand il sentait le sol lui échapper. Il est passé à l'attaque. « Très bien », a-t-il dit, élevant la voix. « Tout le monde ici va croire un audio trafiqué qu'elle a sorti de son contexte, un relevé qu'elle ne comprend même pas comment ça marche. » Il a commencé à marcher vers Sophie. « Tu es sorti de l'hôpital pour faire ça? Pour m'humilier devant ma famille? Je suis sorti de l'hôpital pour montrer la vérité. » Elle n'a pas reculé d'1 centimètre. « Quelle vérité? Ta version? »« Nicolas !» La voix venait de l'entrée du salon. Tout le monde s'est retourné. Valérie était debout sur le seuil, un dossier à la main, avec ce calme de quelqu'un qui est entré au bon endroit au bon moment. « Je suis maître Valérie Dremond, avocate, et j'ai ici le document d'ouverture de l'entreprise BTP Éclat Service, Sirette, délivré il y a 4 mois, au nom de Vincent Alcantara. » Elle a marqué une pause. « Ton cousin. » Nicolas est resté figé. Pendant un instant, il a semblé calculer. Ses yeux ont balayé la salle, ont jaugé chaque visage, ont essayé de trouver un allié. Il n'en a trouvé aucun. « C'est un coup monté », a-t-il dit. Sa voix avait perdu sa légèreté. Maintenant, ce n'était plus que de la dureté. « Vous avez planifié ça pendant que je payais l'hôpital, la mutuelle, les factures, avec l'argent qui était à tous les deux. » a répondu Sophie. « Je suis ingénieur, je gagne plus, j'ai toujours fait vivre. » Nicolas. La voix venait de Madame René. Il s'est tourné vers sa mère. Elle avait baissé sa main de son visage. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. « Ça suffit. » Ce mot venant d'où il venait a coupé différemment. Nicolas a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Valérie s'est approchée et a posé le dossier sur la table avec un bruit sec. En plus des documents de l'entreprise, nous avons la demande de consultation juridique que vous avez faite il y a 2 semaines, concernant le divorce en cas de conjoint incapable. Elle a ouvert le dossier et a tourné l'une des feuilles vers la table. Protocole du cabinet, date, nom du demandeur. Quelqu'un à la table a chuchoté quelque chose. Une autre personne a reculé sa chaise comme si elle avait besoin d'espace pour assimiler. Nicolas a regardé la feuille. Il a regardé Valérie. Il a regardé Sophie. Et quelque chose en lui s'est effondré. Pas d'un coup, pas avec du drame. C'était progressif, comme un mur qui se fissure avant de tomber. Ses épaules sont descendues. Son menton s'est baissé. Son verre de vin, qu'il tenait encore, a été posé sur la table avec un soin inutile, comme s'il avait besoin de faire quelque chose de ses mains. « Je devais garantir, » a-t-il commencé. Pas besoin d'expliquer. Valérie a ouvert un autre document. C'est déjà expliqué ici. Il n'a pas fini sa phrase. Il est resté debout au milieu de la pièce, avec sa cravate légèrement de travers
et le sourire qui avait duré toute la soirée enfin, complètement éteint. Le beau-père est revenu de la véranda, s'est arrêté à l'entrée du salon, a regardé son fils pendant un long moment, puis est allé s'asseoir à côté de Sophie. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis à côté d'elle, et ça valait plus que n'importe quelle parole. Nicolas a regardé son père, sa mère, toute la pièce. Et pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait personne là pour l'encourager. Il a pris sa veste sur le dossier de la chaise, a évité le regard de tout le monde, et s'est dirigé vers la sortie. Personne n'a appelé. Personne ne lui a demandé de rester. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée, et la pièce est retombée dans le silence. Mais cette fois, c'était un silence différent. C'était le silence d'après. Sophie est restée immobile, regardant la porte fermée. Elle a inspiré profondément, une seule fois, lentement. Chloé est arrivée par derrière et a passé son bras autour de son épaule, sans rien dire. Sophie l'a laissé faire. Sophie est restée à la fête encore une vingtaine de minutes. Non pas parce qu'elle voulait célébrer, mais parce que partir en courant derrière Nicolas, même dans la direction opposée, lui semblait faux. Alors elle est restée. Elle a bu un verre d'eau. Elle a accepté le câlin de tante Constance, qui n'a rien dit d'autre qu'une forte étreinte. Elle a remercié son beau-père, qui est resté à côté d'elle sans faire de discours. Quand elle est partie, Madame René l'a accompagnée jusqu'à la porte. Toutes deux sont restées une seconde silencieuses sur le seuil. « Je ne savais pas », a dit la belle-mère enfin. Sa voix était fatiguée. « Ou je ne voulais pas savoir. Je ne sais pas trop lequel des deux. » Sophie l'a regardée. « Je sais, René. » Il n'y avait pas de colère là-dedans. C'était juste la vérité. Elle a descendu les escaliers, est montée dans la voiture de Chloé et est restée à regarder par la fenêtre pendant que la rue défilait. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas parlé. Elle a juste regardé. Nicolas a quitté l'appartement des deux la semaine suivante. Il n'y a pas eu de scène. Valérie avait déposé une requête en référé pour la protection du patrimoine avant qu'il ne puisse toucher à quoi que ce soit d'autre, et l'accord de séparation était en cours d'élaboration avec les documents qu'elles avaient rassemblés. La procédure allait être longue, mais les bases étaient posées. Il est allé vivre chez un ami. Plus tard, Sophie a appris, en passant, que l'entreprise au nom du cousin avait été fermée, qu'il avait demandé une mutation au travail, que certaines personnes de leur cercle social s'étaient éloignées. Elle n'en a pas été satisfaite, ni insatisfaite. Elle l'a juste su, comme on sait des choses qui ne changent plus notre propre direction. 3 semaines après sa sortie, Sophie a repris le travail. Le premier matin, elle est arrivée plus tôt que nécessaire. Elle est restée dans la salle des professeurs avec un café à la main, regardant par les grandes fenêtres donnant sur la cour encore vide. La coordinatrice pédagogique, Laurence, est arrivée peu après et lui a fait un long câlin. « Tu nous as manqué. »« À moi aussi, » a dit Sophie. Et c'était vrai. Ce jour-là, pendant un cours de français avec une classe de 6e, une élève a bloqué devant la classe au moment de présenter un exposé. Elle est devenue rouge, a regardé le sol, la feuille tremblant dans sa main. La Sophie d'avant aurait donné un encouragement gentil du fond de la classe. La Sophie d'aujourd'hui s'est levée, est allée vers la fille, s'est mise à côté d'elle et a dit à voix basse « Je suis là, tu peux commencer ». La fille a inspiré profondément et a commencé. Elle a terminé son exposé sans s'arrêter une seule fois. Un après-midi de jeudi, Sophie corrigeait des copies sur la table de la cuisine quand son téléphone a sonné. C'était un numéro qu'elle a reconnu après une seconde. Laurence, la coordinatrice. « Sophie, je sais que tu viens de reprendre, mais j'ai besoin de te proposer quelque chose. Ouvre l'email que je t'ai envoyé. » Elle l'a ouvert. C'était une invitation formelle à prendre la coordination pédagogique de l'après-midi. Le même poste qu'elle avait refusé des années plus tôt parce que Nicolas avait dit que ça allait trop compliquer leur routine. Elle est restée à regarder l'email un moment. Puis elle a tapé sa réponse. « J'accepte ». Elle l'a envoyé avant de réfléchir 2 fois. Le samedi, elle est allée chercher Clara chez sa mère.
La petite fille a jailli par la porte, a sauté dans ses bras avec cette force disproportionnée des jeunes enfants, et est restée accrochée au cou de sa mère pendant un long moment. « Tu m'as manqué, maman. »« À moi aussi, ma chérie. À moi aussi. » Elles sont allées au parc, le même parc que la photo du fond d'écran. Elles ont acheté une glace à une petite charrette près du lac, se sont assises sur un banc en bois, avec le soleil de fin d'après-midi sur le visage. Clara a léché sa glace avec cette concentration sérieuse d'enfant qui ne veut pas que ça coule. Sophie est restée à la regarder, et elle a ri, de cette façon, insouciante, libre, sans raison particulière, la même façon que sur la photo. Clara a regardé sa mère avec un sourcil levé, exactement comme elle. « Pourquoi tu ris ?»« Parce que je suis heureuse. » La petite a considéré ça une seconde, a accepté que ce soit une réponse suffisante et est retournée à sa glace. Cette histoire nous apprend quelque chose qu'il m'a fallu du temps pour arriver à mettre en mots. J'ai vu une femme être rabaissée lentement, si lentement qu'elle-même en est venue à croire que cette petite taille était sa véritable taille. Et ce qui me donne des frissons, ce n'est pas le retournement, ce n'est pas la scène du dîner, ce n'est pas sa chute. Ce qui me donne des frissons, c'est le moment où elle, allongée dans un lit d'hôpital, avec une perfusion au bras et un solde à zéro, a décidé qu'il y avait encore quelque chose qui méritait d'être défendu. Ce n'était pas la force d'une héroïne. C'était une mère regardant la photo de sa fille dans le noir. Je pense qu'on sous-estime énormément ce qu'une personne peut reconstruire quand elle arrête enfin d'utiliser son énergie pour soutenir un mensonge. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un reconnaisse la souffrance qu'elle avait traversée. Elle avait seulement besoin d'un moment de clarté, de deux personnes du bon côté, et du courage de se lever dans une pièce pleine de monde, avec la vérité à la main. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, j'espère que cette histoire vous arrivera comme un rappel que le sol est peut-être plus proche qu'il n'y paraît, et que recommencer, même quand ça fait mal, est toujours possible. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un like avant de partir. Cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie et que cela vaut la peine de continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez maintenant. Sérieusement, je lis chaque commentaire et je prends soin de répondre avec gentillesse à ceux qui prennent un petit moment pour me laisser leur ville ici. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On n'en est qu'au début et chaque nouvel abonnement est le carburant qui me donne la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.